El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. Pour le développement du mouvement qu'on a appelé de la nouvelle chanson chilienne à l'époque. La nouvelle chanson chilienne étant la réunion de plusieurs artistes, des dizaines, plusieurs dizaines, peut-être des centaines même tout au long du pays, qui avaient fondamentalement, je dirais, trois principes. Le premier étant de revendiquer les valeurs culturelles nationales. Quillapayún, d'ailleurs, est un mélange de deux mots. Et Mapuche, marocain, la langue la plus autochtone du Chili, Quilla, qui veut dire trois, et Payún, barbu, en Mapuche. Le fait de choisir ce nom en Mapuche était déjà un signe envoyé à la société comme quoi, à partir de ce moment-là, on pouvait effectivement revendiquer à travers la chanson ce qui était complètement oublié ou nié par la société, c'est-à-dire la vie des Indiens autochtones du pays, Mapuche au sud et également les Aymara, etc., les Indiens du nord du pays. Cette revendication des valeurs culturelles à travers les cultures indiennes est un lien avec la tradition qui a nourri toute notre création artistique. C'est ce lien avec la tradition qui a été par ailleurs le lien qui a caractérisé le mouvement de la nouvelle chanson chilienne. Deuxième principe lié toute la création artistique de l'époque. Et deuxième caractéristique, je dis, de la nouvelle chanson chilienne, pas seulement du groupe Quillapayún, était de lier toute la création aux événements et à la vie concrète, sociale et politique du pays. C'est-à-dire, nous nous sommes donné l'objectif de mobiliser, d'intervenir culturellement et politiquement dans la vie du Chili. Pas seulement nous cantonner à une création aseptisée et complètement indépendante de la vie sociale, mais également essayer de la lier d'une manière dynamique à ce qui était en train de se passer au Chili. C'est ces deux éléments, je dirais, qui ont le plus marqué les années 60 et 70 au Chili, c'est-à-dire la politique, au moment où la politique était partout. Tout le monde était appelé à prendre parti et à s'identifier avec une posture ou une autre de ce qui était un conflit à l'époque, un modèle de modernisation sociale, soit à travers la voie socialiste, on regardait vers le socialisme à l'époque, soit à travers la voie capitaliste, qui était déjà à l'époque assez importante comme influence dans nos pays. C'est seulement après qui est venu s'ajouter un troisième élément, qui est l'élément fondamental, le plus pérenne peut-être de notre activité, de notre création, de notre personnalité, qui est celui de innover en permanence. C'est-à-dire ne pas se satisfaire dans la répétition de ce que nous étions nous-mêmes, moins encore de répéter ce qui était le folklore. D'ailleurs, aucun d'entre nous n'a jamais étudié ni réalisé des recherches concernant le folklore. Notre groupe n'était pas un groupe de folkloristes, ni chercheurs, ni non plus comment dire, des gens qui voulaient interpréter et répéter le folklore. Il y a énormément de chercheurs qui ont fait ce type de travail au Chili et qui se sont basés sur ce folklore de manière très comment dire, spécifique
non, de manière très volontaire. C'est le cas de Victor Jara, que vous avez entendu parler. C'est quelqu'un qui a appris, qui a été élevé dans le folklore, dans des groupes de folklore, qui a fait de la recherche folklorique, qui est parti à la campagne. Violeta Parra, vous la connaissez également. C'est quelqu'un qui est parti à la campagne, qui a fait la recherche, etc. Nous n'avons jamais fait ça. Nous sommes un groupe qui est né à l'université. Nous étions tous des universitaires. À un moment donné, on a fini même nos études, on est devenus des professionnels, bien qu'on n'a jamais exercé, parce que la musique nous a pris la tête, le corps, la vie, etc. Non? Mais nous n'avons jamais fait de folklore. C'est peut-être pour ça aussi que le fait de devenir, de transformer la création dans une dynamique permanente a été pour nous quelque part, comment dire, soit une manière naturelle, ou bien une voie d'échappement, comme un aveu d'ignorance par rapport à ce que nous ne connaissions pas du folklore. Non? Donc, c'est dans la création, c'est dans l'innovation basée sur la tradition que nous avons trouvé réellement notre salut. C'était très spécifique. Hein? Je dirais qu'il y a des groupes également au Chili, comme Inti Illimani, peut-être un peu moins Iyapu, qui est plus folklorique que les groupes Inti Illimani et nous, et également d'autres chanteurs solistes qui sont venus après, qui avons développé, donc, qui avons contribué à développer ce mouvement. À l'époque, l'année 68-69, nous avons voulu nous engager à fond avec ce qui était une grande perspective pour le pays, qui était l'élection de Salvador Allende. Nous avons pu donc accompagner d'abord Neruda, puisque nous étions à l'époque des militants communistes, et notre candidat était Paulo Neruda. Et une fois que Paulo Neruda a abandonné la course et qu'Allende restait seul en lice pour la présidence de la République, nous avons accompagné Allende partout dans le pays. Nous avons pu le connaître de manière assez proche, parfois même de manière intime, puisque j'ai eu l'honneur d'avoir été invité un jour à la fête de son anniversaire, à la maison qu'il avait à la Raya. Quelqu'un de très convivial, quelqu'un de franc, quelqu'un, comme on dirait aujourd'hui, franc du collier. C'est-à-dire quelqu'un qui pouvait te parler d'une manière très directe, précise et concrète sur un problème particulier, un problème ponctuel du Chili. Nous l'avons connu donc pendant la campagne électorale, et au moment où il a été élu, il a demandé de parler au grand rassemblement populaire spontané la nuit de l'élection. Il a parlé depuis un édifice qui appartenait à la Fédération des étudiants de l'Université du Chili, et il nous a demandé de venir l'accompagner, mais en fait chanter à travers une fenêtre avec un micro, c'était surtout, ce n'était pas tellement important, mais c'était surtout émotif, et c'était montrer Allende uni avec pas seulement le mouvement socialiste, mais également avec le communiste, puisque la Fédération des étudiants de l'Université du Chili était également des communistes. C'est donc tout naturellement que quelques jours après, quand il s'est installé, avant de prendre la présidence de la République, quand il s'est installé à un endroit qu'on a appelé la Moneda Chica, la petite monnaie, le petit palais de la monnaie, avant qu'il prenne possession de sa fonction au palais présidentiel qui s'appelle au Chili le palais de la Moneda, nous sommes allés lui rendre visite et lui avons dit que nous avions une tournée de prévue. C'était notre 4e tournée en Europe à l'époque. L'année 70, on avait déjà tourné l'année 67, 68, 69, etc. Et l'année 70, on avait encore une tournée en Europe, et on est allé lui demander, Président Allende, est-ce que vous pouvez nous honorer avec une distinction de la part de la présidence pour aller répandre la bonne parole en Europe, puisque maintenant nous avons cette tournée. Et c'est là qu'il a dit, mais naturellement, muchachos, je vous nomme ambassadeur culturel du gouvernement populaire
de votre président Salvador Allende. C'est comme ça qu'on est sorti l'année 70 du Chili pour une tournée qui a duré 6 mois. C'est comme ça également, sous ce label, que nous sommes retournés en tournée en Europe l'année 71. Et c'est avec ce label également que nous étions en Europe l'année 73. Nous avons quitté le Chili le 16 août 73. Nous avions des engagements en Europe, parmi d'autres la Fête de l'Humanité, qui avait lieu le 9 septembre. Nous avons également un engagement auprès des ouvriers et des dockers comment ça s'appelle, en Normandie, du Havre. Nous devions chanter au Havre le 22 septembre et rentrer au Chili le 24 septembre. Nous avions également un engagement professionnel qui était notre rêve de l'époque, c'était chanter à l'Olympia. Personne, aucun groupe, aucun chanteur chilien, sauf une chanteuse lyrique, avait chanté à l'Olympia de Paris. Pour nous, c'était une grande fierté de pouvoir chanter à l'Olympia de Paris. Et nous avions donc un engagement pour chanter le 15 septembre 1973. Nous étions sortis donc le 16 août. Nous sommes allés en Allemagne, où on avait des engagements. On est allé en Suède, si je me rappelle bien, en Finlande. On est arrivé à Paris. Comme tout était à l'époque assez, sport, non? On était des boy scouts. On était hébergés à l'époque du côté de la porte Picpus. Il y avait quelqu'un qui nous avait prêté son appartement et on était tous les 10 hébergés dans un 2 pièces, on couchait par terre, etc. Et c'est là que nous avons appris, après avoir chanté à la fête de Lima le 9 septembre, c'est là qu'on a reçu un appel de ces radioamateurs qu'il y avait à l'époque, et allemands qu'on avait connus à la fête de l'Humanité, qui nous a appelés au numéro où nous étions installés, très tôt le matin, et avant même le coup d'État, il nous a appelés la nuit à 3 heures du matin, et il a dû être au Chili environ 11 heures du soir, etc., pour nous dire qu'il y avait des mouvements de la marine à Valparaiso, et qu'apparemment c'était le signal du déclenchement du coup d'État. Et donc, nous sommes restés là, on s'est levé tout de suite et on a installé notre base d'opération dans cet appartement de Picpus. Et très tôt le matin, il y a des copains qui sont partis à l'ambassade, d'autres qui sont partis à l'agence latine presse, et d'autres qui sont partis presse latine, et d'autres qui sont partis donc au siège du journal L'Humanité. Et c'est là donc qu'on a commencé à collecter toute l'information. Je passe les détails. Naturellement, on n'a pas cru quand on nous a dit que Allende, qu'on avait bombardé la Moneda. On comprenait très mal le français en réalité. On était avec des copains qui nous traduisaient la radio, qui nous traduisaient la télé, mais on ne voulait pas croire qu'on avait bombardé la Moneda, qu'Allende était mort, et qu'ensuite Victor Jara avait été fait prisonnier, que des milliers de personnes avaient été fait prisonniers à l'université technique de l'État à Santiago, dont Victor Jara, après qu'il avait été tué, etc. Et tout ça en préparation de notre concert à l'Olympia le 15 septembre. Pour nous, donc, le rêve qui était pour nous de chanter à l'Olympia s'est transformé finalement dans la première manifestation du deuil qu'on a dû commencer par rapport au Chili. L'un de nos membres a pu parler avec son épouse au Chili, et je me rappelle d'avoir été complètement surpris du calme avec lequel l'épouse de ce collègue avait fait le récit. Oui, il y a eu un coup d'État, mais tout le monde, tu sais, tranquille et tout ça. Donc, ceux qui parlaient d'une part de la désinformation, mais en même temps, il y avait de quoi penser que toutes les informations qu'on avait reçues entre le 11 et le 15, comme quoi le général Prats avait soulevé une partie de l'armée qui était à Concepción, que les ouvriers étaient vraiment en armes à Santiago en train de se battre, que le Parti communiste tel qu'il l'avait promis
avait armé le peuple, etc.